Bonjour tout le monde, merci d'être là. Désolé, on a attendu quelques minutes pour les retardataires. Donc aujourd'hui, au menu, exploiter au maximum Microsoft 365. On va commencer par les présentations. Donc Benoît, enchanté, vous avez un résumé de mon CV à peu près, des clients avec lesquels j'ai eu la chance de travailler. Et en backstage, en tant que producteur, monteur son et vidéo, vous avez mon collègue Martin dans les coulisses, qui va aussi s'occuper de modérer les questions. Donc n'hésitez pas. Juste un petit point au cas où. J'ai vécu 6 ans en Angleterre, où j'ai commencé ma carrière en consultant. Donc si vous entendez quelques anglicismes par-ci par-là, voilà, c'est normal. C'est juste que j'ai appris ces mots-là en anglais avant de les apprendre en français. On va commencer. D'abord, quelques généralités. Qu'est-ce que c'est M365 ? Donc, comme son nom l'indique, oui, c'est du Microsoft. Ça vaut d'ailleurs beaucoup de blagues de mon côté. Mais depuis quelques années, Microsoft, en fait, a amorcé un virage où ils reconnaissent enfin, j'ai envie de dire, l'open source avec par exemple .NET Core et d'autres devices OS comme Android, iOS ou macOS. M365 était anciennement appelé Office 365 ou 365, sauf que maintenant, la différence, c'est qu'on peut avoir une licence Windows 10 rattachée. Office 365, initialement, quand ça a été créé, c'était vraiment la suite Office dans le cloud. Là, normalement, je pense que tout le monde est familiarisé avec le cloud, ce petit village de la Creuse à la renommée devenue mondiale. En complémentarité des autres sociétés du groupe Real IT, nous sommes en capacité d'intervenir sur tous les aspects et tous les temps autour de M365. Et sur M365, il peut y avoir des composantes légales avec la GDPR. Je vous donne quelques exemples clients. Donc, dans le public, le conseil général, ils avaient des outils très vieillissants, une population d'utilisateurs assez réfractaires et néophytes, et on avait une volonté de la DSI de rentrer dans le 21e siècle avec des outils modernes, utilisables partout, y compris dans les recoins du département. Donc on a commencé en fait avec une présentation à l'équipe DSI, histoire qu'elle commence à appréhender le sujet M365. À la suite de ça, on a fait l'élaboration d'une stratégie de déploiement, le cadrage des outils spécialement en termes d'utilisation et de sécurité, la formation de l'équipe IT sur l'administration et en vue du support utilisateur, l'accompagnement pour le déploiement, l'ouverture, l'utilisation, y compris de l'aide pour la communication aux utilisateurs. Deuxième exemple, dans le privé, laboratoire pharmaceutique vers Orange. Au départ, ils voulaient simplement une montée de version sur leur SharePoint on-premise qui leur sert de gestion de documentaire, de GED, pour leur expérience de laboratoire. Et il se trouvait qu'ils avaient un abonnement Office 365 dont ils ne se servaient pratiquement pas, juste des emails. Ce qu'on a fait pour eux, c'est la migration de la GED sur Office 365 avec à la clé économie de serveur et plus besoin de faire de montée de version à partir de là. Et pareil, de l'accompagnement sur Office 365 avec de la présentation, de la formation, une refonte complète de la GED et de l'aide à la communication utilisateur. Troisième exemple, pour un autre client qui est quand même un beau cas d'école. Donc j'ai des collègues là qui sont carrément commencés par aller voir tous les services un par un pour voir leur quotidien et retranscrire leurs vrais besoins. Ensuite, c'est déroulé plusieurs ateliers avec plusieurs départements, dont bien sûr la DSI, mais pas que. Et ensuite, j'ai établi la stratégie que vous voyez sur le slide. Bien évidemment, il y a des contraintes techniques, humaines, mais le focus a vraiment été mis sur les utilisateurs et l'accompagnement. Là, le but imaginé était de faire un outil en moi. Comme j'ai trop souvent vu, submerger les utilisateurs de nouveaux outils et features, en oubliant que ces personnes ont aussi un vrai métier et l'erreur à ne pas faire. Quand on fait dans ce mode-là, ça permet d'avoir une animation régulière, voilà, avec du coup de la vie qui se passe tous les mois et une vraie adhésion derrière des utilisateurs.
Ces exemples-là, c'était avant le Covid et avant le confinement. Je vous laisse imaginer à quel point ils étaient contents d'avoir été accompagnés et préparés en amont, spécialement le laboratoire et l'organisme public. Le client que je vous montre là, en fait, on a établi ça juste avant le confinement. Et du coup, on a dû revoir le plan en se concentrant plus sur l'essentiel afin de permettre le télétravail et le confinement dans de meilleures conditions. Donc, M365, c'est quoi? Donc là, je vous affiche la version simplifiée de l'offre M365. C'est la version simplifiée. Il y en a une qui est beaucoup plus... Et déjà, ça fait beaucoup. Et à côté, en fait, je vous ai mis 2 réactions typiques d'utilisateurs quand ils sont mal ou pas accompagnés. Vous avez la personne qui tente, tant bien que mal, de s'auto-former et de s'en servir par lui-même. Et en général, ça va se finir avec une crise de nerfs et des usines à gaz. Le deuxième exemple, c'est non mais moi j'ai pas le temps à consacrer à ces bêtises, j'ai un vrai métier et il finit à mettre tout ça à la poubelle et ne s'en sert pas du tout. Il faut vraiment mettre le focus sur l'usage. Il faut arrêter de se focaliser sur les spécifications comme j'ai vu trop souvent. J'ai trop vu souvent aussi l'IT qui déploie M365 ou Office 365 un peu dans son coin. Et après, il ouvre aux utilisateurs et c'est allez-y, servez-vous-en. Mais servez-vous-en sans avoir été préparé, sans avoir été consulté. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste submerger les utilisateurs de nouveaux outils et features. Et on arrive aux 2 cas à peu près que je vous ai montré dans le slide précédent. Il y a des parties qu'on peut industrialiser sur ces stratégies ou sur le déploiement, mais mon expérience, puisque ça fait quand même 10 ans que je fais ça, c'est que chaque entreprise est différente. Et leur ressenti et leurs usages sur ces outils l'est aussi. Pour la majorité, il est préférable quand même de faire un minimum de sur-mesure. Donc si vous avez, là c'est plus si jamais vous avez des prestataires qui arrivent en même temps super industrialisés, etc. Ça doit commencer à vous mettre la puce à l'oreille. Ça veut dire qu'ils ne vont pas faire du sur-mesure, ça veut dire qu'ils ne vont pas prendre en compte vos vrais cas d'usage métier. Et donc là, il faut se méfier. Sur M365, on a 2 usages très généraux qui se distinguent et que l'on peut extraire. Et c'est ce que je vais vous montrer sur les slides dans quelques instants. Juste avant, quand on parle d'usage, la première chose, c'est d'avoir au moins des métriques justement pour pouvoir mesurer ces usages-là. Il faut savoir que dans l'offre M365, vous avez souvent à minima une version d'essai de Power BI et que Microsoft met à disposition gratuitement un pack de dashboard et KPI pour l'adoption dans Power BI. C'est ce que vous voyez à l'écran. D'accord ? Donc typiquement, si vous n'avez pas de licence Power BI, c'est pas forcément critique. Ce que mes utilisateurs et mes clients font, c'est qu'ils utilisent leurs 3 mois d'essai de Power BI juste après l'ouverture d'M365 aux utilisateurs et se servent des 3 premiers mois pour vérifier l'usage. Les 3 premiers mois étant souvent les plus critiques. Premier cas d'usage général, la gouvernance documentaire. M365 ou Office 365 est initialement basé sur la suite bureautique Office. De là, pas de souci. Et le fruit de travail en bureautique se manifeste sous la forme de documents. Il est donc évident qu'un des aspects principaux de l'utilisation de M365 va tourner autour de la gouvernance documentaire. Et la question que j'ai tout le temps, qui revient pour chaque client, c'est d'accord, mais j'utilise quoi pour quel usage? Ce tableau-là est peut-être un peu dru, mais si vraiment il y a une chose à retenir de cette présentation, c'est ce tableau. D'accord ? C'est là où on va voir où utiliser un produit plutôt qu'un autre. Là, par exemple, suivant l'audience, suivant la taille, suivant si c'est plutôt formel ou si c'est plutôt informel. Donc là, je vous ai donné des exemples. Donc, par exemple, je veux stocker mes procédures métiers. Ça va être donc pour toute l'entreprise. On est plutôt dans de la communication ou des documents formels. On va utiliser SharePoint en tant que GED.
J'ai besoin, par exemple, de faire mes news, là aussi, taille d'audience large, on reste en interne. Je vais utiliser SharePoint en tant qu'intranet, avec ou sans Powell, qui est une surcouche dont on reparlera. J'ai besoin d'avoir des remontées du terrain. Voilà, souvent, quand on parle de remontée du terrain, on va être en informel. Et donc là, on va plutôt partir sur des réseaux sociaux d'entreprise, RSE, et on va peut-être utiliser Yammer. J'attire votre attention sur la première ligne. C'est un discours qui a un petit peu tendance à trancher avec mes homologues. Non, tout ne se fait pas avec M365. J'ai vu trop souvent des gens qui, parce qu'ils avaient M365 ou Office 365, décidaient d'absolument tout mettre dedans, y compris des choses qui n'avaient pas vraiment à y faire. D'accord ? M365 a plein de qualités et répond à plein de besoins, mais il y a certains besoins où il y aura d'autres produits que M365 qui seront bien mieux adaptés. Donc là, l'exemple, c'est vous avez un site externe, vous n'utilisez pas M365 pour faire ça. Si vous avez besoin d'un outil RH, vous allez pouvoir avoir des interactions avec M365, mais l'outil RH en lui-même, ce n'est pas M365. Les outils à disposition pour la gestion documentaire, les principaux sont au nombre de 3. D'ailleurs, vous allez voir que vous allez les retrouver pour un certain nombre d'autres usages. Et souvent, en fait, on va vous présenter ces outils-là et ça va être à peu près tout. D'accord ? Et souvent, les consultants, j'ai déjà vu, vont présenter les outils, ça va s'arrêter là. Le problème, c'est projection des utilisateurs est vraiment pas terrible. D'accord ? Usage, encore une fois, donc quel outil pour quel usage? C'est quand on met l'usage en face de ces outils qu'ils prennent tout leur sens. Et on ne réinvente pas la roue. Il ne faut surtout pas prétendre au contraire. Par exemple, non, on ne va pas se connecter à son OneDrive pour créer un document. Quand on crée un document, on fait ça comme on a toujours fait sur un ordinateur, c'est-à-dire c'est une personne qui crée son document sur son PC en local. Ça a été toujours le cas bien avant M365. La différence, c'est que son ordinateur local, lui, est synchronisé avec son OneDrive. Et du coup, on va avoir pas de perte en cas de crash, on va pouvoir gérer son espace disque de façon plus optimisée. Deuxième étape, une fois qu'on a initié son document, souvent on veut le partager avec des collègues pour continuer à le co-construire ou simplement le faire relire. Donc là, pareil, on arrive à la deuxième étape. Donc là, on va le faire dans Teams. On est toujours dans un document en mode brouillon. Arrive normalement un moment où le document n'évolue pas ou plus. Là, on va commencer à parler de version finale ou majeure. On atteint une sorte de jalon. On sort d'un document en construction en brouillon et donc on passe à une version majeure, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de continuer de travailler dessus et ou de le modifier pour une version majeure suivante. On va parler aussi peut-être potentiellement de version publiée à une plus grande audience. Et c'est aussi cette ou ces versions que l'on va vouloir garder dans le temps. Donc là, on va passer dans le troisième cas qui va être SharePoint. Mine de rien, avec des cas d'usage là très très simples, on commence déjà à aborder avec les utilisateurs des notions de cycle de vie du document, de collaboration, de visibilité, de permission, de classement et d'archivage. Et là, non seulement l'utilisateur comprend l'intérêt, mais en plus, il s'aperçoit que c'est des choses qu'il fait déjà. Comme je dis, on ne réinvente pas la roue. Ce qui a pour effet en général de diminuer grandement la peur du changement. Premier outil, OneDrive, donc l'espace individuel des utilisateurs. Et là, j'insiste bien sur individuel, le choix des mots est important. On est sur du OneDrive for Business, on reste dans le monde de l'entreprise. C'est pas fait pour héberger les photos de vacances ou les papiers de divorce comme j'ai déjà vu.
C'est souvent un des outils les mieux appréhendés parce que maintenant, à titre personnel, beaucoup de monde a un espace OneDrive, Google Drive, Dropbox, etc. Avec M365, vous avez 1 Tera, donc 1000 gigas d'espace par utilisateur. Après, j'ai certains clients, comme un certain transporteur maritime basé sur Marseille, qui ont limité cela à 100 gigas comme valeur de départ. Le but étant d'essayer d'éviter le mode fourre-tout de OneDrive, comme on peut le voir. Aussi pour des grandes entreprises comme cela, typiquement, j'ai créé un script aussi pour pré-créer les espaces OneDrive, parce que sinon, en fait, ils sont créés à la première connexion. Et là, comme on parle de 38 000 utilisateurs à travers le monde, si tout le monde se connecte sur son OneDrive et crée son OneDrive en même temps, la plateforme va s'effondrer. Avec OneDrive, on a gestion de version, on a de la corbeille, donc on travaille avec des filets. Donc il n'y a pas de souci à donner les clés aux utilisateurs. On a aussi donc du partage en interne, mais aussi en externe, suivant la configuration. Donc ça, c'est vraiment l'espace en ligne. OneDrive, c'est aussi un client de synchronisation qui peut s'installer sur un ordinateur. Très pratique parce que du coup, pas de perte en cas de crash ou de casse du PC, ou le cas que j'ai déjà vu, renversement d'un café sur le PC. On a aussi des fonctionnalités très utiles comme le file on demand, c'est-à-dire qu'en local, vous voyez tous les documents qui sont sur votre espace en ligne, mais en fait, ils ne sont pas vraiment là, ce ne sont que des liens. Et du coup, ça ne consomme pas d'espace. Et quand vous cliquez dessus pour l'utiliser, en fait, il est téléchargé et utilisable. Vous avez aussi les possibilités de supprimer des fichiers sur votre ordinateur en local sans les supprimer de votre espace en ligne, de votre espace cloud. Ça peut être très pratique, typiquement si vous avez un ordinateur avec très peu d'espace disque ou autre chose qu'un ordinateur. Il faut noter aussi que le client de synchronisation OneDrive permet de synchroniser donc son OneDrive, ça c'est évident, mais aussi des librairies de documents SharePoint Online. Ça peut être très pratique. Et comme Teams utilise aussi SharePoint de façon sous-jacente, vous pouvez également synchroniser des librairies de documents Teams avec votre client OneDrive. Côté stratégie, il y a 2 écoles et chacune a des arguments valides. D'ailleurs, fait l'occasion d'un débat assez animé avec un homologue MVP Microsoft. Soit on commence le déploiement M365 avec OneDrive dans les premiers outils qu'on va déployer. L'avantage, c'est que c'est un des outils les mieux compris et du coup, ça fait une bonne entrée en matière. Soit au contraire, on finit par lui pour forcer les utilisateurs à prendre des bons réflexes et à limiter l'effet fourre-tout dans OneDrive. Voilà. Les deux vraiment sont des approches tout à fait valides. Deuxième outil, Teams. Dans le workflow documentaire, Teams étant vraiment la star en ce moment de M365. Teams, c'est un peu une compilation de plusieurs produits Microsoft. Ça va mixer un peu Outlook, SharePoint et anciennement Skype. Ici, on parle de Teams dans sa partie vraiment site d'équipe. On abordera les autres utilisations de Teams un tout petit peu plus tard. On a 3 types de Teams. Les privés, c'est-à-dire qu'il faut explicitement rajouter les gens pour qu'ils le voient. Les publics, c'est-à-dire que les gens internes peuvent venir s'y raccorder, ou des Teams au niveau de l'organisation. Et là, tout le monde en interne fait automatiquement partie de ces Teams. Chaque team est ensuite divisé en canaux pour aider un petit peu à organiser le contenu, et chaque canal a une conversation persistante. Ça peut paraître anodin, ça l'est pas du tout. Je vous donne un exemple, puisque je l'ai eu. Je pars en vacances, je reviens, j'ai 200 emails dans ma boîte mail. Ça, je pense que quasiment tout le monde l'a eu. J'ai chronométré en fait le temps que je passais à dépiler mes mails, ça m'a pris une journée complète. J'ai refait le test avec Teams, et là déjà en fait c'est déjà préorganisé par topic, par Teams, par canal. En plus de ça, la conversation est persistante et Teams me met exactement là où je me suis arrêté.
Donc j'ai chronométré et au lieu de mettre une journée, j'ai mis qu'une demi-journée à mon retour de vacances. Donc ça va 2 fois plus vite de retrouver ces marqueurs quand on a été absent avec Teams qu'avec ces emails. Cas d'exemple. D'ailleurs, pour chaque canal, vous avez une adresse email qui vous permet d'envoyer une conversation, des documents qui ont été initiés par email dans Teams pour travailler à continuer dessus. Le but là, c'est vraiment de faciliter la transition de tout mail à Teams. Dans Teams, on a 2 niveaux de permissions principaux, propriétaire et membre. Membre, lecture-écriture. Propriétaire peut aussi gérer les membres, les permissions. On a un 3e niveau qui va être invité externe. En gros, c'est un membre, mais donc il va avoir les droits de lecture et écriture, mais il peut avoir des limitations suivant la configuration. Par exemple, on peut décider qu'un invité n'est pas propriétaire d'un Teams. Il faut vraiment voir Teams comme un outil collaboratif. Donc, faut pas avoir de scrupules à laisser les gens mettre des choses dedans. C'est pas pour rien qu'il n'y a pas, par exemple, de droit de lecture seule. C'est un outil de collaboration. Si vous avez besoin de droit de lecture seul, eh ben, peut-être que Teams n'est pas l'outil qu'il faut utiliser. Dans Teams, vous avez vraiment une myriade de connecteurs, d'add-ons possibles pour chaque Teams. Par exemple, vous allez avoir du GitHub ou du TweetHub qui vont poster directement sur le fil. Vous avez la possibilité de rajouter des onglets pointant sur quasiment tous les outils M365 ou n'importe quelle page web ou des chatbots, etc., etc. Là, vous en avez vraiment myriade et vous en avez plein qui sont ajoutés très régulièrement. L'exemple que vous voyez là, en fait, c'est le team Office 365 que j'avais mis en place, voilà, où j'ai mis un canal par produit. J'ai mis par exemple le site Microsoft User Voice, c'est là où on fait les votes pour les prochaines fonctionnalités qu'on aimerait avoir. Il y a le flux RSS Microsoft. Voilà. En fait, ce Teams-là, l'usage, c'était vraiment pour la veille autour d'Office 365 dans mon équipe. Les 2 cas d'usage adaptés dans Teams, site d'équipe. Donc, c'est vraiment le site d'équipe classique, c'est-à-dire l'équipe de développement Hcube, on va faire un Teams Dev Hcube ou l'équipe commerciale. Ça, c'est des Teams qui vont évoluer, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui rentrent et qui sortent régulièrement, mais ces Teams-là vont avoir une durée de vie longue. C'est pas rare de voir des Teams là qui vont avoir 5 ans ou 6 ans d'ancienneté. Deuxième cas d'usage Teams, c'est le Teams en mode projet. Ça, c'est quelque chose qui est un peu moins compris souvent, c'est-à-dire vous créez un Teams pour un projet. Il faut considérer ces Teams comme jetables, d'accord? C'est-à-dire qu'une fois que le projet est terminé, vous allez prendre les documents qui sont à l'intérieur du Teams et peut-être les archiver dans votre jet. Un exemple assez parlant là-dessus, je trouve super intéressant, c'est Air France qui crée un Teams pour chaque vol d'avion. Et dedans, ils vont mettre tout ce qui est plan de vol, liste des passagers, checklist, etc. Et ces Teams-là sont supprimés 24 heures après le vol. Ce Teams peut très bien avoir des personnes externes comme des clients. Si vous regardez le Teams Office 365 là que j'ai invité des clients à rejoindre ce Teams là pour les aider eux aussi à faire la veille autour d'Office 365. Il faut savoir que maintenant, en plus, vous avez la possibilité dans un Teams de créer un canal privé, donc avec des permissions plus restreintes, une audience plus restreinte. Et ben, par exemple, pour les projets clients, nous, en tant que SN, donc je vais créer un Teams, je vais inviter les clients dans ce Teams et peut-être que je vais mettre un canal privé juste pour l'interne chez nous, pour tout ce qui va être avant-vente. D'accord? C'est vraiment le genre de choses que je fais régulièrement avec mes clients. Je vous invite à faire ça aussi, vous allez voir, ça fonctionne assez bien. Pour certains de mes clients, d'ailleurs, l'ouverture à l'extérieur a été vraiment la feature qu'ils attendaient.
parce qu'avant, ils étaient sur des mécanismes on-premise où tout était fermé et impossibilité de partager facilement quelque chose vers l'extérieur, de collaborer facilement avec l'extérieur. D'accord ? Donc ça, tout ça, c'est beaucoup plus facile maintenant avec le cloud, mais attention, ça inclut qu'il faut quand même bien cadrer ces outils en amont, aussi bien côté technique, usage et évidemment sécurité. Petit bonus, juste pour vous, les dernières nouveautés côté Teams Équipe, par exemple début septembre, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui a été rajoutée qui s'appelle List, qui est encore en bêta. Vous pouvez donc créer des listes dans Teams. Donc on peut commencer de zéro ou à partir d'une feuille Excel ou à partir de templates disponibles comme vous le voyez sur l'écran. Voilà, cas d'usage, intégration des arrivants pour les gestions des déplacements, les suivis de problèmes de bugs ou les suivis d'incidents ou les événements, par exemple l'événement sportif, CSE ou autre. Autre cas que j'ai eu à faire et que j'avais utilisé SharePoint à l'époque, c'était pour les prêts. Typiquement, quand on va au restaurant, ça arrive que quelqu'un oublie leur carte bleue. Et donc, du coup, il y en a un autre qui paye à sa place. Et donc, on se faisait des petits items dans le liste. J'ai vu certains faire des post-it. Voilà, donc maintenant, vous avez ça qui est possible directement dans Teams. Vous pouvez aussi faire de la gestion de biens, flotte de PC ou smartphone. D'accord ? Alors attention, autre nouveauté, vous avez Task. C'est pas forcément disponible pour vous. Ça va vraiment dépendre le temps que Microsoft le déploie partout. Ça dépend aussi si vous avez configuré pour voir les applications prévues ou pas. Donc Task, c'est quoi en fait? C'est une vue unifiée de vos tâches. Vous avez plein d'outils dans M365 qui vous permettent de faire des tâches. Vous avez Planner, vous avez To-Do, vous avez aussi Outlook par exemple. Et donc, du coup, en fait, ça c'était une demande des utilisateurs. Microsoft y a répondu. Va arriver bientôt, ou est déjà arrivé, une vue unifiée de vos tâches Planner et To-Do dans un premier temps, et avec en plus Outlook dans un deuxième temps. Il faut savoir que derrière un Teams, en fait, il y a un groupe Office 365, et derrière un groupe Office 365, il y a un site SharePoint. C'est pour ça que je vous disais que derrière un Teams, il y a un SharePoint. Et ça, c'est très utile parce que justement, ça permet là aussi de travailler avec des filets où on va pouvoir, par exemple, restaurer des fichiers supprimés par erreur. Ça tombe bien que je parle de SharePoint. Outil numéro 3, SharePoint. Donc SharePoint dans sa version GED, gestion électronique de documents. On ne parle pas encore de sa version communication intranet, on fera tout après. Ici en GED, la présentation, c'est vraiment pas le point le plus important. J'ai souvent eu des retours de gens qui me disent oui, c'est moche, c'est pas très beau, c'est pas très sexy. Ils ont complètement raison, c'est vrai, c'est là, ici, tout de suite, c'est pas le but. On va d'abord se concentrer plus sur des choses comme le plan de classement, c'est-à-dire la structure des librairies de documents, les métadonnées, la recherche de documents en elle-même. Là, le but est vraiment de pouvoir retrouver l'information qu'on désire le plus vite possible. Quand on design une GED, c'est bien de penser à l'instant T, ça tout le monde le fait, mais ce qu'il faut aussi prévoir, c'est vraiment l'évolution sur 3 à 5 ans, parce que souvent, les gens vont mettre une seule librairie de documents, et 3 à 5 ans plus tard, la librairie de documents est pleine à craquer, ça fait des ralentissements, c'est très difficile de retrouver l'information désirée, etc. Donc, si vous faites une GED, vraiment essayez de penser dans le temps et pas juste à l'instant T. Côté cas d'usage, on a une GED donc, que j'ai vu pour les protocoles et résultats de recherche de laboratoire, par exemple, l'hébergement des templates de documents de l'entreprise, ça fait un endroit où tout le monde peut aller les récupérer, stockage de devis, de contrats, ou en tant qu'archive, par exemple, de Teams, une fois qu'ils sont de Teams Projet, une fois qu'ils sont supprimés.
Donc comme je disais, là, on a vraiment plein de mécanismes de filet. Voilà, en cas de suppression, on a une corbeille à 2 niveaux, ce qui fait que si un utilisateur supprime par erreur un document, il est dans sa corbeille, il peut la restaurer. Et si vraiment il cherche la petite bête et le supprime aussi de sa corbeille, il y a un deuxième niveau de corbeille administrateur qui nous permet de récupérer le document. Vous avez la gestion des versions, qu'on appelle le versionning. Dans SharePoint, contrairement à Teams, vous avez aussi la possibilité de faire une gestion de permissions beaucoup plus fine. Et là, par exemple, on va pouvoir mettre des gens en lecture seule. Les métadonnées, extrêmement importants pour retrouver l'information. On peut aussi potentiellement mettre des workflows. Vous avez, par exemple, en standard, un workflow d'approbation, plein d'autres. Comme je disais, aussi bien Teams, SharePoint, etc., c'est vraiment des outils de collaboration, d'accord? Il faut bien les cadrer, ça c'est le préambule, mais après, il ne faut pas hésiter à donner les clés aux utilisateurs. J'ai vu beaucoup trop d'entreprises qui verrouillaient vraiment tout et qui rendaient du coup la collaboration ou trop laborieuse ou simplement impossible. Voilà. N'hésitez pas à donner les clés. Derrière, il y a des mécanismes de protection. Voilà. Faites en sorte que les gens puissent collaborer ensemble. Ça, c'est vraiment un message que j'essaie de faire passer. Petit bonus là aussi, j'ai décidé de mettre ce slide parce qu'en fait, il y a des outils très puissants et pourtant très peu utilisés qui existent depuis très longtemps. C'est les Office Web Apps et les Office Web Access. Les exemples que j'ai vus en entreprise, vous avez un processus métier complexe, d'accord, et vous avez besoin d'avoir une GED par rapport à ce processus métier complexe. J'ai vu des gens donc faire un slide PowerPoint ou dans le cas que je vous montre là, un visio. Et dans ce PowerPoint ou dans ce visio, donc ils vont faire un schéma et ils vont mettre les liens, les URL vers les librairies de la document GED. Et ensuite, ce visio ou ce PowerPoint est publié sur la homepage, par exemple, de la GED. Et là, du coup, on a une navigation métier vachement plus intuitive, vachement plus parlante aux utilisateurs. Et ça vous a coûté rien. Et c'est des outils que quasiment tout le monde maîtrise. Autre cas aussi intéressant, avec Excel, vous pouvez vous lier vraiment à plein de choses, les listes SharePoint, d'autres fichiers, des bases SQL, et donc récolter des données vraiment de plein d'endroits. Ces données-là, derrière, vous pouvez les travailler avec Excel Power Pivot, et vous pouvez décider de présenter ces données-là une fois travaillées sous forme graphique avec des camemberts, etc. Et là, on a un outil de BI extrêmement simple, sans code et sans savoir ce que c'est qu'un cube ou slicer ou des choses comme ça. Et souvent, ce que je m'aperçois dans les entreprises, c'est qu'on a toujours des gourous Excel capables de faire des trucs incroyables. Et là, on peut justement utiliser ces capacités-là pour le bien de tous, une fois qu'ils sont publiés dans la GED ou dans l'intranet. Et c'est le truc qui est incroyable, c'est que ces outils-là existent depuis 2009. Et j'ai vu tellement peu d'entreprises s'en servir, alors que c'est vraiment là des quick wins pour faire des choses incroyables sans avoir à être ingénieur en développement ou en informatique. Autre news toute chaude que j'ai rajouté juste avant de commencer le webinar, vous avez un premier produit d'un projet Microsoft qui s'appelle Cortex, qui s'appelle SharePoint Syntex, d'où le petit Cortex sur le... Et en gros, c'est de l'IA et du machine learning directement dans votre GED que vous allez pouvoir éduquer, et celle va vous permettre de classer et vous aider à extraire les informations clés sous forme de métadonnées du contenu qui est dans SharePoint, ça sans code. Ça répond à une question que je vois quand même très souvent, qui est quand on a besoin de métadonnées en fait dans les documents. Les métadonnées, c'est des décorations du document. Par exemple, si je prends un livre, sa première de couverture ou le titre ou son auteur, on va considérer ça comme des métadonnées. Ces métadonnées-là, en fait, sont très importantes parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir faire des recherches et trouver l'information rapidement.
Et c'est souvent quand même assez contraignant de remplir à la main ces métadonnées, je l'ai vu assez souvent. Et là, en fait, Microsoft est en train de nous sortir un projet où ben, ça va être fait quasiment automatiquement avec une IA et du machine learning. Des exemples là que j'ai vus, c'est on met un contrat dans la GED et l'IA va extraire automatiquement du contrat les montants, les dates, les personnes clés, les mettre en métadonnées, des clauses particulières, etc. Et du coup, tout ça devient recherchable, on peut filtrer là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment tout chaud. L'annonce a été faite hier. Deuxième cas d'usage prépondérant dans M365, la communication. Je prends juste une petite goutte d'eau. Voilà. Pour cela, on a 4 outils principaux à disposition. D'accord? Comme je l'ai annoncé un petit peu avant, on a commencé à aborder certains de ces outils et on va leur poursuivre dans leur pendant communication. Alors, première surprise, non, l'email n'est pas mort, comme je l'ai entendu souvent. Il continue d'être utilisé, alors des fois à tort, mais c'est pas pour rien qu'il continue à utiliser, c'est simplement qu'il a encore un rôle à jouer, l'email. On va voir donc Teams dans sa partie communication, donc c'est-à-dire orienté Skype avec messagerie instantanée, visioconférence. On va voir la partie SharePoint, mais plus cette fois en mode GED, mais en mode intranet, extranet. Et on va voir Yammer comme réseau social d'entreprise. Là aussi, avant de vous faire la présentation des outils et de vous donner des informations sur ces outils-là, on fait un petit focus sur l'usage. Donc là, effectivement, c'est pas du documentaire, donc plutôt que de présenter ça sous la forme d'un workflow, même qu'on pourrait, là, j'ai préféré parler de cercle de communication. On peut utiliser le schéma familial, par exemple, pour illustrer ces cercles. Vos conjoints, vos enfants, ça c'est la inner loop, la boucle intérieure, avec des gens avec qui vous travaillez ou vous discutez régulièrement, versus vos oncles, tantes, cousins, qui va être là plutôt la boucle extérieure que vous allez voir aller une fois ou 2 fois l'an, ça dépend. Il y a aussi la notion de communication formelle ou non, qui fait un petit peu référence au tableau que je vous avais montré un petit peu avant. Alors, des exemples d'usage. La communication du patron à ses employés, donc ce qu'on appelle les news ou flash news. Donc la boucle extérieure, plutôt formelle, on va mettre ça dans un intranet SharePoint et c'est ce qu'on va appeler de la communication top-down. Vous communiquez avec votre manager, donc là c'est plutôt boucle intérieure, c'est quelqu'un que vous fréquentez régulièrement. Là on va plutôt passer sur Teams. Remontée d'informations des employés, donc toujours la boucle extérieure, mais un peu moins formelle. Du coup on va passer sur Yammer et ce qu'on appelle aussi dans le jargon de la communication bottom-up. Vous avez une communication avec un projet, avec un client sur un projet en cours, mais ça en fait, ce client devient une personne régulière. Et donc, c'est pas une mauvaise chose d'utiliser Teams pour ça. Un exemple, j'ai fait un audit pour un client qui s'appelle ITER. Je vais me communiquer plusieurs fois avec ce client-là pour échanger les informations en but de produire cet audit. Et donc, ça s'est fait naturellement dans Teams. Pour de la communication formelle avec des personnes bien identifiées, exemple envoi de devis ou de demande de ressources internes, là on va rester sur l'email. Donc l'email a encore un rôle à jouer, c'est souvent de la communication formelle et ça va être aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Outil numéro 1, donc Outlook, là aussi souvent un produit relativement connu des utilisateurs. Alors attention, effectivement, je l'avoue, j'ai pas de part chez Microsoft, donc j'ai pas de souci à dire quand il y a un problème. Outlook a tendance à être gourmand. Il faut faire attention. Alors quand c'est sur un ordinateur, c'est pas gênant. La plupart des ordinateurs maintenant sont tout à fait capables. Ça peut le devenir quand vous êtes en mode bureau virtuel type Citrix. Donc là, pareil, faites attention. Si jamais vous prévoyez de déployer ce genre d'outil-là, il va peut-être falloir en amont faire une upgrade de votre ferme Citrix.
Par contre, c'est un outil extrêmement puissant, et aussi bien sur PC qu'en mobilité. Parmi les fonctionnalités importantes et utiles, le classement des emails de façon automatique avec des règles ou en manuel, la recherche qui est extrêmement puissante. Vous avez bien sûr le calendrier et la gestion de rendez-vous. Et aussi, par exemple, Outlook peut gérer complètement plusieurs boîtes email. Mon cas personnel, sur mon smartphone, j'ai l'Outlook Android et je gère aussi bien ma boîte professionnelle M365 que ma boîte personnelle Microsoft que ma boîte personnelle Gmail. Bien entendu aussi, un des points forts de Outlook et de tous les outils M365, c'est vraiment une très bonne intégration avec les autres outils de la suite Office 365 M365. Petite chose, si vous regardez en haut à droite de l'écran, vous avez une icône qui s'appelle Insight. Voilà, ça c'est souvent pas vu par les utilisateurs. Insight, en fait, ça fait partie de la suite My Analytics et qui est un outil qui vous aide à la collaboration, à la gestion du temps, à la balance travail-vie personnelle. Pour information, les informations qui sont là-dedans sont personnelles. Même un administrateur de tenant comme moi ne peut pas voir ce qu'il y a dedans. Alors, je vais être très franc, c'est encore au balbutiement, ça va évoluer dans le temps, mais je trouve que ça va le mérite d'exister. Et c'est quand même des sujets qui deviennent à la mode. Là, on aborde Teams dans sa partie communication, soit à peu près le remplaçant de Skype. Donc, on a conversation instantanée, classique, là aussi persistante, pas anodin. Il y en a peut-être qui se souviennent encore de Skype et à quel point c'était difficile de retrouver une ancienne conversation Skype dans Outlook. Ça, moi, c'était un de mes chemins de croix. Vous avez aussi l'aperçu de votre calendrier Outlook. Voilà, et suivant où est-ce que vous en êtes en termes de déploiement, une version unifiée avec d'autres produits de gestion de temps M365 comme Planner. Voilà, donc du coup, vous avez un endroit unifié pour organiser vos meetings. Vous avez d'ailleurs, comme je vous parlais d'intégration entre les outils, dans Outlook, il y a un plugin qui s'installe qui vous permet de faire un meeting Teams directement, de prévoir un meeting Teams directement dans Outlook. Les meetings standards, c'est jusqu'à 300 personnes. Là, c'est la visio classique. Cas d'usage qu'on peut voir, c'est par exemple le daily meeting d'une équipe. D'accord ? Vous avez aussi la possibilité de faire des événements en direct. C'est une sorte de live planifié à la Facebook. Et ça, on peut monter jusqu'à 20 000 utilisateurs au jour d'aujourd'hui. Attention, ça va évoluer. Jusqu'à fin septembre, on peut être jusqu'à 20 000. Après, ça va réduire vraisemblablement. Et avec ça, ça peut être enregistré, les paroles peuvent être transcrites automatiquement en sous-titres suivant la langue. Je crois que pour l'instant, il y a très peu de langues. Il n'y a pas le français, il y a l'anglais, l'allemand et le chinois, si ma mémoire est bonne. Et tout ça peut se retrouver directement sur Stream, qui est la plateforme vidéo M365, on parlera vite fait tout à l'heure. Vous pouvez, cas d'usage, faire un webinar, tiens donc, ouvert au public. Les autres cas que j'ai vu beaucoup utiliser pendant le confinement, c'était les annonces en direct faites à toute l'entreprise, voilà, pour tenir les gens au courant de ce qui se passe. En termes de features qui peuvent être utiles, la possibilité de shooter ou de remplacer l'arrière-plan, ça peut être très pratique si vous êtes en home office ou si, comme moi, vous avez des gens qui sont un petit peu rigolos et qui vous mettent des affiches rigolos derrière vous. Voilà, si vous avez un meeting plus business, vous pouvez shooter du coup ce qu'il y a derrière. Vous avez aussi la possibilité de lever la main pour demander la parole. Ça, c'est pratique quand on est un certain nombre pour éviter la cohue. Il faut savoir que Teams maintenant on peut s'en servir comme système voix IP avec des équipements certifiés comme Crestron ou Logitech et remplacer en fait tous les équipements voix IP de l'entreprise avec ou sans passerelle PBX pour ceux qui connaissent, qui permet en fait de se rattacher au téléphone classique. Si vous prenez ça, en fait, c'est Microsoft qui va faire le pont directement. Et donc, quelqu'un peut vous appeler de son téléphone avec un numéro et vous rappeler dans Teams. Et vous avez
tout un tas d'équipements. Donc là, je vous ai mis un téléphone voix IP Teams, mais vous avez des pieuvres pour salle de réunion. On peut faire carrément toutes des salles complètes. On peut aller très très loin. Discussion à l'époque, un éditeur de solutions embarquées, la Ciotat, justement, voilà, qui a décidé de complètement supprimer son système voix IP classique et passer par Teams. L'avantage, c'est que vous branchez le téléphone, vous mettez votre login, c'est fini. Il y a aussi beaucoup de SN qui ont fait ce choix. Alors, un peu comme Outlook, attention, effectivement, Teams peut lui aussi se révéler gourmand suivant les usages et lui aussi peut, dans le cadre de bureaux virtuels type Citrix, nécessiter que vous fassiez une upgrade de votre ferme Citrix si vous voulez mettre ce genre d'outil-là dans vos bureaux virtuels. Je vous le dis parce que j'ai eu le cas. Petit bonus, donc nous faisons un webinar tout de suite et en fait, on utilise Teams, donc l'événement en direct, et je vous ai mis un petit peu la version backstage. Voilà, typiquement, ça c'est la version que mon collègue Martin est en train de voir là tout de suite, donc où on voit donc ce qui est live, ce qui va arriver. On va gérer voilà les micros, la vidéo. C'est là aussi où on va modérer les questions-réponses. Je trouvais rigolo de vous montrer un petit peu la version backstage. Outil suivant, SharePoint. Donc là, intranet, extranet. D'accord. Là, on parle plus de plan de classement ou moins. On va souvent quand même en parler un petit peu, mais moins. Et là, par contre, effectivement, on va plus se concentrer sur la présentation, sur l'ergonomie, sur la navigation. Souvent, l'intranet, en plus, c'est le point d'entrée dans l'entreprise. On met souvent la home page de l'intranet comme page par défaut dans les navigateurs des ordinateurs de toute l'entreprise. Voilà, des exemples, il y en a plein que j'ai vu, que j'ai participé. Donc, on a Galaxy, l'intranet, CMA-CGM, l'Occitane, CEA, etc. Une chose que j'ai vue souvent, c'est que ces spines sont designés et pensés par 3 services principaux. Vous avez le service communication, vous avez le service RH et vous avez le service direction. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est essayer de mettre d'autres personnes dans la boucle, d'autres services et d'autres métiers. Parce que sinon, vous allez potentiellement avoir des surprises. Une petite anecdote très, très rigolote. Donc, un très, très grand groupe. Le service communication voulait voir quelle est la page la plus visitée dans l'intranet. Ils s'attendaient à ce que ce soit la page de news, puisque c'est eux qui l'administrent, c'est là qu'il y a les notes du patron, etc., etc. Et ils ont pas mal déchanté quand ils se sont aperçus que la page la plus visitée, c'était le menu de la cantine. Voilà, on est humain. Et ça, c'est un cas typique d'intranet pensé un peu trop par la communication et peut-être pas pour toute l'entreprise. Donc là, on parle de communication top-bottom. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être les news officielles, le mot du patron. On va pouvoir mettre par exemple le règlement intérieur, etc. On peut aussi avoir des présentations des différents services, des différentes agences ou locaux avec chacun potentiellement leur news. Là, effectivement, on parle plutôt de multinationales dans ces cas-là. Toutes ces news-là, d'ailleurs, on va pouvoir agréger ensemble pour les présenter, par exemple, sur leur page. L'extranet, c'est en gros la même chose, mais plutôt orienté vers l'extérieur de l'entreprise. Un exemple d'extranet que j'ai fait, donc là, je ne peux pas trop vous dire le nom, mais c'est une grosse société qui est basée au Bourget. Là, c'était la branche jet privé et il se servait en fait de SharePoint en extranet pour tout ce qui était ce qu'ils appellent le airworthiness, c'est-à-dire le contrôle technique et la certification des avions pour qu'un appareil puisse voler. L'ouverture, encore une fois, à l'extérieur est vraiment un gros point fort de l'offre Office 365 parce qu'elle est déjà prévue, elle est simple, d'accord. Ça veut dire, bien sûr, qu'il faut la cadrer avant, mais c'est souvent, en fait, un switch à activer.
À l'époque, SharePoint on-premise, l'ouverture à l'extérieur, c'était un vrai chemin de croix. On parlait de passer des firewalls, de DMZ, de reverse proxy, etc. Donc là, c'est vraiment l'avantage du cloud pour ça, c'est l'ouverture à l'extérieur. L'intranet, comme je dis, on va vraiment plus se focaliser sur la présentation. On va faire en sorte d'avoir quelque chose qui va s'appliquer à tous les types d'écrans. On va parler de design responsive. Voilà. Et en fait, avec SharePoint, faire quelque chose qui présente bien, qui soit responsive, c'est extrêmement consommateur de temps. Extrêmement. Pourquoi? Parce que les composants, c'est un peu des boîtes noires. Et c'est là qu'on va utiliser des solutions tierces, comme l'exemple que je vous ai montré là, sur la droite, qui est POEL 365, qui en fait va vous permettre d'utiliser des templates tout prêts ou de créer les vôtres à partir de templates existants. Ça va vous permettre aussi de gérer plusieurs environnements, comme un environnement de test, un environnement de recette et un environnement de production pour tous vos sites. L'avantage, c'est que vous créez votre template en développement. C'est juste un bouton après pour le déployer sur l'environnement de recette et c'est juste un bouton pour le déployer sur votre environnement de production. Vous avez donc plein de templates, mais il y a aussi après plein de widgets qui vont vous permettre de faire de l'intégration avec plein de choses. Office 365, mais pas que. Voilà. Et en plus de ça, petite cerise sur le gâteau, POEL 365 est une entreprise française basée à Paris. Quand on fait un intranet avec SharePoint, on utilise maintenant quasiment tout le temps POEL 365. Dernier outil, Yammer. Alors souvent, Yammer, quand je commence à le présenter, j'ai droit à des roulements d'yeux. Voilà. Le Yammer, le réseau social d'entreprise. J'ai beaucoup de gens qui pensent souvent que c'est des produits Facebook, à la Facebook, qui n'ont pas leur place en entreprise. Alors, point numéro 1, ce n'est pas Facebook. D'accord? Là, on maîtrise où sont les données, qui peut les voir et s'en servir. Contrairement à Facebook, si tu nous entends. Et il se trouve qu'en entreprise, un réseau social peut avoir une vraie utilité. J'ai vu des exemples. On parlait donc de communication bottom-up, où ce sont les employés qui vont faire les remontées d'informations. Un excellent cas que j'avais vu, c'était une grosse discussion qui tournait autour de tickets restaurant papier ou carte restaurant. Voilà. Et il y avait, ça engendrait beaucoup de discussions houleuses. Et la RH à l'époque a eu un excellent réflexe, en fait, c'est qu'elle a posé un sondage dans Yammer. Et du coup, les gens ont pu tout simplement voter. C'est fait pour de la communication, mais souvent dans les réseaux sociaux, on va partir sur de la communication moins formelle. Un autre exemple chez un autre client que j'ai vu, donc on a le flash news dans l'intranet, qui est vraiment la communication officielle, par exemple sur un événement, et le patron lui-même va faire un post dans Yammer pour montrer la version backstage plus décontractée de ce même événement. D'accord? Ça permet un rapprochement, ça permet une cohésion. Après, il y a encore plein d'autres exemples. Le CSE, ça peut être vraiment très utile d'avoir un slot Yammer pour le CSE, pour le club de sport, pour tout ce qui est after work, pour du fun, parce que une entreprise, c'est des humains. Il ne faut pas hésiter aussi à vraiment mettre un petit côté fun dedans. Voilà. Les 2 points de Yammer, c'est du rapprochement et de la cohésion. Petit bonus pour Yammer, donc annoncé mi-mai, maintenant disponible en preview suivant la configuration de votre tenant. Yammer fait peau neuve. Au menu, un design responsive, donc qui va s'adapter aux écrans, meilleur fil d'actualité personnalisé et meilleure intégration, dont Teams notamment. Si vous voulez voir un petit peu plus d'informations, je vous invite à aller sur le site docs.microsoft.com et de faire une recherche FAQ sur le nouveau Yammer. Alors après, j'ai des gens et des clients
qui restent absolument réfractaires à Yammer. Et c'est pas grave. C'est pas grave, je peux le comprendre. Et on peut trouver des solutions de contournement, par exemple avec un Teams au niveau de l'organisation ou par le biais de l'intranet. Voilà, on peut quand même mettre des petits pans de réseaux sociaux sans avoir à sortir la grande faucheuse qui Yammer, comme je l'ai vu. On a parlé des outils principaux M365, mais il en reste encore plein d'autres et je vais essayer de faire une passe un petit peu plus rapide sur certains d'entre eux. Donc notamment pour tout ce qui est gestion de processus. Donc là, 3 outils, Forms, Power Apps, Flow, anciennement, maintenant renommé Power Automate. Forms. Alors, Forms, il sert à quoi? Forms, il sert à faire des sondages, des votes, des quiz. Si vous connaissez, c'est en gros un équivalent de SurveyMonkey, sauf que c'est un peu comme Facebook, les données ne sont pas dans les méandres du net, d'accord? Elles restent dans le tenant de l'entreprise, d'accord? Forms peut être utilisé à l'extérieur. Derrière, vous avez la possibilité d'exporter les résultats du survey, du vote ou du quiz sous forme de fichiers Excel. Cas d'exemple, des jeux concours CSE, des sondages satisfaction client ou des inscriptions à événements. Par exemple, vous êtes inscrit à ce webinar via un Forms que j'ai créé. Juste une chose importante à dire, quand vous faites un Forms, prenez vraiment le réflexe de le partager en édition avec un de vos collègues, voire plusieurs de vos collègues, et tout de suite à la création initiale. Pourquoi? Parce qu'en fait, un administrateur ne peut pas gérer les permissions d'un Forms s'il vous appartient. Et j'ai déjà eu le cas, par exemple, un service CSE qui a fait un jeu concours avec un voyage à la clé, avec Forms. Ils l'ont publié, les gens ont répondu, et la personne qui l'a créé est partie en vacances. Et là, on n'a jamais pu récupérer les résultats du quiz. Donc, pensez-y bien, parce que là, on a dû l'appeler pendant ses vacances. Elle a dû trouver une connexion pendant ses vacances pour nous partager, pour qu'on puisse désigner le regagnant. Voilà, donc c'est quelque chose que j'aimerais que Microsoft améliore. J'espère qu'ils le feront, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, vraiment, pensez à partager vos forms avec vos collègues juste au cas. Autre outil, Power Automate, anciennement Flow. C'est pour faire des workflows simples. Je souligne simple. D'accord? Ces workflows peuvent interagir avec tout M365, mais pas que. Vous pouvez interagir avec du FTP, du RSS, toute la suite Google, Maildoc Drive, Instagram, Dropbox, Twitter, Trello, Azure, et j'en passe. Il y a des dizaines et des dizaines de templates de workflows prêts à l'emploi. Je pense même qu'on peut dire centaines maintenant. Ça, il n'y a pas de souci. On peut dire tout le monde peut s'en servir. Par contre, la conception d'un workflow, en partant de zéro ou en reprenant un template, là, c'est plutôt destiné à des power users, qui savent un peu ce qu'ils font. À titre personnel, moi, je peux casser Power Automate en 5 minutes. Là, je me bats un peu contre la communication Microsoft qui dit que tout le monde peut en faire. Je me suis retrouvé, pour les besoins d'un client, à faire un flow Power Automate et dedans à devoir parser du JSON pour atteindre le but recherché. Là, je suis désolé, Microsoft, c'est clairement pas le métier de tout le monde. Il faut aussi éviter le genre de cas où vous êtes sur une librairie de documents dans votre jet SharePoint, par exemple, et vous mettez un jour un document, et là, vous avez 3-4 workflows Power Automate faits par plusieurs personnes qui se déclenchent en même temps et qui se marchent sur les pieds. Petit cas d'usage que j'aime bien faire avec Power Automate, je vous parlais tout à l'heure du workflow documentaire. À un moment, on passe de Teams à la JET pour l'archivage, mais typiquement, moi, j'aime bien utiliser Power Automate pour récupérer tous les documents qui sont dans un Teams et les pousser dans la JET SharePoint pour l'archivage.
Donc, je dis vraiment des workflows simples. J'ai un client à Dijon où je lui ai fait un workflow de demande d'achat avec 5 niveaux d'approbation, à chaque fois avec gestion, refus, chemin alternatif, etc. Là, c'est vraiment la limite de ce que je vous conseillerais de faire avec Power Automate. Parce que là, il me fallait un écran 8K pour pouvoir voir à peu près le workflow dans sa totalité. Si vous avez des besoins plus poussés de workflow, là je vous orienterai soit sur des solutions tierces comme Nintex ou K2, qui ont tous les deux une offre avec l'intégration M365, ou partir sur du développement. Deuxième outil, très puissant. Là, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Là, c'est la mise en place et c'est réservé à l'IT. D'accord? Pour la partie création, pas pour la partie utilisation. Power Apps, qui fait de la micro-application business low-code, entre guillemets. L'avantage de ces apps, c'est qu'elles sont facilement intégrables au store Google Play. Elles peuvent utiliser des ressources des équipements mobiles comme l'appareil photo, le GPS, etc. On peut y rajouter du Forms, du Flow, du Power BI. Voilà. C'est très très utile pour faire des petites apps pour des personnes sur le terrain, par exemple. Une entreprise qui est en charge de faire des certifications normes ISO sert d'une Power Apps sur des tablettes et mobiles pour sur le terrain, prendre des photos et des notes en vue de faire la certification. Après, toutes ces informations-là sont réintégrées dans le reste Office 365, se retrouvent dans la GED et ils vont discuter par Teams, par exemple. Pour une session de speaker avec une démo, un camarade, on avait fait une petite application bonne app qui nous permettait de référencer, localiser, faire des photos des plats, noter les restaurants tout autour du lieu de travail où on était. Voilà. On aurait pu pousser le concept un peu plus loin après pour mettre l'application à disposition sur l'intranet, par exemple. Ça peut être très puissant, mais j'insiste bien là-dessus, ça ne remplace pas des applications développées. D'accord ? Qui vont proposer beaucoup plus de choses et surtout de façon bien mieux gérable, bien mieux maintenable. D'accord ? Avec du log, avec une meilleure gestion de version. Voilà. À noter aussi, pour certaines choses sur Power Apps, il va vous falloir un compte Azure, d'accord, la plateforme cloud de Microsoft, et il peut y avoir des coûts supplémentaires à la clé. Certains clients, pas tous. Après l'explication de Power Apps, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Durant le cadrage, j'ai certains de mes clients qui décident de désactiver complètement Power Apps pour les utilisateurs. Et certains même aussi Power Automate, se réservant l'utilisation à quelques personnes triées sur le volet comme l'IT ou des Power Users. Quelques autres outils rapidement. Planner, Stream, et après il y en a encore tellement. Je suis une vraie pipelette, je l'avoue. Et malheureusement le temps, mais après, si vous voulez qu'on développe plus, n'hésitez pas à nous contacter, et on le fera bien volontiers. Donc, Planner. Planner, moi, c'est un outil que j'aime bien. Planner, c'est gestion de tâches simple. Si vous connaissez Trello, c'est exactement la même chose. En mini silo, on appelle bucket aussi, avec une très bonne intégration avec Teams, via les groupes Office 365, qui sont partagés, par exemple, entre ces deux applications. Donc très classique, on peut assigner des tâches à une ou plusieurs personnes, mettre des signets pour aider l'organisation, montrer l'avancement, et on peut même faire des graphiques plein de belles jolies couleurs. Voilà. Personnellement, je m'en sers donc pour organiser le travail de mon équipe de développement, typiquement avec des buckets, to do, in progress, to be tested, UAT, delivered par exemple. Et aussi, chaque fois que je crée un Teams avec un client, je mets un planeur dedans, systématiquement. Comme ça, le client, en toute transparence, peut voir, quand il le souhaite, l'état d'avancée du projet. Et jusque-là, ça a très bien fonctionné, puisque du coup, voilà, on est en transparence. Les clients, on peut converser, on peut échanger des documents avec Teams, et ils peuvent voir l'avancée du projet via le planeur qui lui est associé.
Autre outil sympathique, Stream ou le YouTube d'entreprise. Donc là, comme YouTube, sauf que, encore une fois, les données restent chez vous, au sein de l'entreprise. Donc là, on a vraiment les fonctionnalités classiques qu'on peut attendre, un lecteur intégré, gestion de la qualité suivant la bande passante, et ça, par contre, chose qui est typique Stream, vraiment une très bonne intégration avec les outils comme Teams. L'exemple que je peux vous donner, c'est que tout de suite, on est en train de faire un webinar. Ce webinar est enregistré et sera disponible dans Teams. Vous avez aussi une application mobile qui va, donc sur Android et iOS, qui va même vous proposer la possibilité de précharger les vidéos pour pouvoir ensuite les regarder en offline. C'est un outil très intéressant. Par exemple, vous dépensez de l'argent pour avoir une formation. Là, typiquement, prenez le réflexe maintenant de enregistrer la formation. Comme ça, vous pourrez la mettre à disposition à d'autres personnes qui en auront peut-être besoin dans un futur, plus ou moins lointain. En résumé, j'espère que tout le monde est encore là et que j'ai pas été trop rapide ou trop monotone. En résumé, M365, c'est une expérience unifiée. Ça, c'est vraiment un des gros points forts. C'est disponible partout pour le déplacement et le télétravail. Et ça c'est vraiment un sujet d'actualité. C'est disponible tout le temps. D'accord, vous avez des redondances multi-géo. Microsoft vous garantit quasi 100% de uptime, 99,99 exactement. C'est super bien pour tout ce qui est communication interne, mais aussi externe. C'est toujours en évolution. Vous avez des choses qui arrivent tous les 2 mois à peu près. Et tout ça, c'est complètement transparent. Et ça, c'est bien parce que du coup, ça simplifie. Et le problème que j'ai vu, comme je vous le disais, c'est que malheureusement, c'est souvent pas utilisé à son plein potentiel. J'espère que ma présentation vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Merci à vous de votre attention et de votre patience. Si vous avez des questions, ne soyez pas timide, n'hésitez pas, on est là pour ça, on est là pour vous aider. Visiblement, pas de questions. Bon, je prends ça comme une bonne nouvelle. Merci à tous d'avoir participé à ce webinar. J'espère vous revoir très prochainement, peut-être pour un suivant ou pourquoi pas pour vous voir en vrai et en direct. Merci à tous, bonne fin de soirée. Alors, il y a des questions. Super. Alors, on a une question. Donc, quels sont les prix pour une PME? Les prix pour une PME. En fait, alors les questions des prix, c'est vrai que c'est un gros problème avec Microsoft, c'est que c'est pas clair. Peu importe que vous soyez une PME ou une grande entreprise, les prix officiels, j'insiste sur officiels, sont les mêmes. On va tourner aux alentours de 10-15 euros par utilisateur par mois, jusqu'à 30 euros, suivant si vous voulez une licence E1 ou E3, donc soit la version en ligne, seulement en ligne, soit avec aussi le client Office. Là où ça varie beaucoup, c'est pour ça que je vous réponds pas directement, c'est que si vous êtes un organisme public, vous allez avoir des prix. Si vous êtes une université, vous allez avoir des prix. Si vous prenez une certaine volumétrie, vous allez avoir des prix. Si vous connaissez le commercial Microsoft et que vous allez à la bonne, vous allez avoir des prix aussi. Donc ça peut varier du simple au double quasiment. Une autre question? Alors, Juste, pardon, côté prix, en fait, ça c'est quelque chose, excuse-moi Martin, c'est justement pour les PME, je trouve que M365 a le plus d'intérêt. Pourquoi? Parce que du coup, vous avez
toute la suite d'outils et toute l'armada, si je puis dire, que seulement une multinationale pourrait se permettre pour une fraction du prix. Moi, je trouve que vraiment, ça, si vous voulez, si on prend des cas comme la CMA-CGM, avant qu'on mette Office 365, ils avaient déjà tout en on-premise, géo-redondé, etc., etc. Alors qu'une petite entreprise de 50 personnes, elle a pas tout ça. Et avec Office 365 ou M365, justement, là, vous arrivez au même niveau de fonctionnalité que la multinationale. Donc, je trouve que limite, côté prix, ça vaut presque plus le coup pour une PME que pour une grande entreprise. Je t'en prie. Alors, on a une autre question donc vis-à-vis de l'adoption. Donc, j'imagine que c'est voilà, comment faire adhérer les utilisateurs, enfin les nouveaux utilisateurs aux outils justement, améliorer tout ce côté-là. C'est ce que j'ai essayé d'un petit peu expliquer pendant la présentation. Ça va être déjà de former, de faire de la formation pour tout ce qui va être IT. Ça va être peut-être de venir directement voir un peu comment ça se passe, le métier, le besoin. Et après, ça va être des ateliers pour définir quelle est la communication, définir quels sont les key users, définir les stratégies de formation, les stratégies de communication. Par exemple, avec un client, on est carrément monté un stand juste devant la machine à café, à l'entrée de la cantine, pour présenter les outils aux gens qui passaient manger. Voilà, ça peut être ce genre de choses-là, susciter l'intérêt, ça peut être de l'événementiel. Donc là, ça va vraiment dépendre, quand je vous disais que c'était sur mesure, ça va vraiment dépendre quel est le message que vous voulez faire passer, quelle est votre population, quels sont les besoins ou les fonctionnalités que vous voulez mettre en avant par rapport à vos besoins métiers. Donc ça peut être très varié, mais souvent c'est simplement de la bonne communication. Là, ce que je vous disais aussi, ça va être, on va aussi intervenir sur la stratégie, peut-être n'ouvrir que les outils les uns derrière les autres, en laissant du temps au milieu. Voilà, on a plein de leviers en fait pour favoriser l'adoption. C'est aussi changer le discours, comme j'ai essayé de le faire, et de le concentrer sur l'usage. Voilà, on a vraiment plein de leviers pour faciliter l'adoption de ces outils-là auprès des utilisateurs. Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas, on peut venir vous en parler. Donc, je ne vois pas de nouvelles questions. Je pense qu'on a à peu près répondu à tout ce qui était encore un peu dans le flou. D'accord. Très bien. Eh bien, Martin et moi, on vous remercie beaucoup d'avoir participé et comme je le disais, on espère vous revoir bientôt pour un prochain webinar ou pourquoi pas directement en personne. Merci, bonne soirée à tous, au revoir.